Bonjour, nous poursuivons notre étude sur le diabète et plus précisément sur le diabète de type 2. C'est un diabète qui n'est pas insulino-dépendant, pas dépendant de l'insuline, donc non insulino-dépendant. Ça pourrait être l'objet d'une activité, mais j'ai décidé de le faire différemment pour des raisons de temps et de choix. Donc voilà. Vous avez un document sous les yeux avec ce texte, plus d'autres documents qu'il va falloir exploiter. Cette étude va porter sur les Indiens Pima des États-Unis et du Mexique, comparée aussi parfois à des populations non Pima. Vous lirez ce texte et vous comprendrez que c'est une population très homogène. Donc la consigne est simple, vous exploitez les documents et vous déterminez les différents facteurs à l'origine du diabète. Vous avez aussi comme consigne de faire une carte heuristique éventuellement, ou un schéma à la fin qui récapitule les informations recueillies. Alors, vous avez la possibilité de mettre en pause la vidéo, de façon à vous intéresser à l'étude documentaire, à faire votre petit commentaire qui doit pas être très long, hein. Quelques phrases, mais surtout bien décortiquer votre raisonnement, compartimenter les informations que vous déduisez. Donc il faudra des fois faire plusieurs points par graphique, hein. Des fois un seul, mais des fois il y a plusieurs choses à voir. Donc décortiquez bien tout. Donc moi par contre je vais continuer. Pendant que vous travaillez, ça sera votre correction. Alors, premier document, on calcule l'indice de masse corporelle. Donc vous voyez qu'il est placé sur l'axe des abscisses par ordre croissant, et on regarde la prévalence du diabète. Et on constate inévitablement que plus l'indice de masse corporelle augmente, plus le risque de diabète augmente. Donc on est obligé de lier les deux, c'est-à-dire que le diabète est lié au surpoids. Ça c'est une première information. Deuxième information à l'issue du document 2, alors celui-là, justement, il va nécessiter de compartimenter l'exploitation. Il y a plusieurs choses à voir. Déjà, les individus non PIMA vivant au Mexique, mais pas issus de ce type de population, alors que là, on a la deuxième partie du document concerne des Indiens PIMA. Donc il va y avoir un facteur de localisation et un facteur des comparaisons génétiques, et en plus on a encore la comparaison homme-femme. Donc moi je dirais même 3 points. Le premier qui est le plus simple, c'est que quelle que soit l'origine de la population, PIMA ou non PIMA, on a toujours plus de femmes touchées par le diabète que d'hommes. Donc là, on peut invoquer un problème d'ordre génétique lié au sexe. Le sexe, c'est les chromosomes sexuels X et Y. Donc là, peut-être que le chromosome X est en cause. Pour le moment, on peut pas aller plus loin. Donc ça, c'était mon premier point. Ensuite, je compare les non-PIMA au Mexique avec les PIMA du Mexique. Cette première comparaison permet de voir que les Indiens PIMA du Mexique sont plus touchés par le diabète que les non-PIMA. Donc là aussi, comme on sait comme vous savez d'après le texte du début, que les Indiens Pima sont une population génétiquement homogène, on peut penser qu'il y a un facteur génétique à l'origine du développement de ce type de diabète. Enfin, mon troisième point, deux populations Pima comparées entre elles, une qui vit au Mexique, donc qui restait dans ses origines, et l'autre qui a émigré aux États-Unis. Et là, c'est énorme. Il y a une différence énorme entre ces deux populations. Beaucoup de diabète chez les individus émigrés aux États-Unis par rapport à ceux qui sont restés au Mexique. Il va falloir essayer de comprendre pourquoi. Mais donc là, le facteur génétique dans cette troisième partie n'intervient pas, puisque c'est la même souche, c'est le même type de population. Donc par contre, il y a un autre facteur qui s'est développé aux États-Unis et qui n'existe pas au Mexique. Il y a un facteur aggravant que l'on voit aux États-Unis. Donc je répète, 3 points. Un facteur lié au sexe, mais d'ordre génétique. Un facteur génétique, mais peut-être pas forcément lié au sexe,
enfin pas liées au sexe puisque les hommes sont beaucoup plus atteints ici. Vous pouvez penser à donner quelques exemples d'ordre numérique pour appuyer votre raisonnement. Et donc, aux États-Unis, il y a un facteur aggravant. On continue, document 3. Alors là, on regarde les antécédents familiaux. La mère atteinte, le père, ou pas d'antécédents, ou les deux parents. Donc, je prends n'importe quelle tranche d'âge, par exemple celle-ci, les 25-34 ans, et je constate que plus le nombre de parents, donc d'antécédents familiaux est grand, et plus la proportion d'individus diabétiques est grande, donc plus le risque de diabète est important. Or, les parents transmettent leurs allèles à leurs enfants, donc là on peut invoquer le facteur génétique, et même héréditaire et donc génétique. Ça se voit dans toutes les... là c'est peut-être... Non, là il n'y a pas de... La mesure n'est pas significative, mais dans toutes les mesures, quelle que soit la tranche d'âge, on voit cet impact héréditaire. Deuxième point, puisque dans ce document on peut l'étudier en 2 temps. Deuxième point, plus l'âge augmente, plus la proportion le risque de développer un diabète augmente, même si on n'a pas d'antécédents familiaux. Donc là, il faut mettre en relation avec vos connaissances sur l'activité cellulaire et le vieillissement des cellules. Les cellules, en vieillissant, fabriquent des molécules de moins en moins performantes, avec des défauts. Donc si des enzymes interviennent et qu'elles ont des défauts, elles fonctionneront moins, mal ou pas. Donc c'est à mettre aussi en relation avec toute la chaîne de fabrication des protéines, et peut-être même des altérations génétiques croissantes avec l'âge. Ne pas oublier aussi le système immunitaire qui est censé éliminer les cellules qui fonctionnent pas bien. Lui aussi, il vieillit. Donc, le vieillissement cellulaire. On continue. Dernier document. Un document sur donc les Indiens Pima du Mexique et ceux des États-Unis. L'alimentation, donc ici haricots rouges, maïs, avocats, et là, hamburgers, beignets, frites, tous des trucs bien gras ou très très déséquilibrés en sucre. Donc un régime alimentaire différent, pas forcément moins calorique, mais avec plus de graisse, moins de fibres. Donc le régime alimentaire est différent. Deuxième point de comparaison, l'activité physique. Là, on a des agriculteurs qui cultivent la terre, qui travaillent dur, alors que aux États-Unis, mode de vie sédentaire. Donc là, régime alimentaire, l'alimentation et l'activité physique semblent être des facteurs aggravants que l'on avait décelés précédemment. Un petit bilan. 2 types de facteurs sont essentiellement responsables de la prévalence du diabète de type 2, des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Le phénotype diabète de type 2 est donc une maladie multifactorielle. C'est pour cette raison qu'on l'appelle multifactorielle, qu'on la qualifie multifactorielle. Ce qui a changé chez les PIMA des États-Unis, ce ne sont pas les facteurs génétiques, mais les facteurs environnementaux, l'activité, la surconsommation. Donc mon schéma, je suis partie du diabète de type 2, l'âge, on a dit l'âge, le vieillissement cellulaire, donc atteinte génétique, le sexe éventuellement, le chromosome X, donc les facteurs génétiques, interviendraient sur le développement du diabète, de ce diabète. L'alimentation, qui a un impact sur le poids, l'activité physique, qui aussi a un impact sur le poids, et l'ensemble réuni impacte le diabète, augmente le risque de diabète. Alors, un premier groupe de facteurs, qui sont des facteurs de prédisposition, ceux-là, difficile de les changer, et des facteurs environnementaux sur lesquels on peut agir. Voilà, nous allons poursuivre notre étude sur une deuxième partie, et aborder comme maladie multifactorielle les cancers. Alors, le mot cancer vient du médecin grec Hippocrate, qui a constaté que les tumeurs cancéreuses avaient l'aspect d'un crabe. Donc, je suppose que karkinos, ça veut dire crabe en grec,
d'où le mot cancer. Et carcinoma, on retrouve la racine de carcinome, qui est un cancer aussi, qui veut dire cancer aussi. Donc tout d'abord le processus de cancérisation. Donc je vous propose une petite vidéo qui permettra de vous développer l'essentiel. Plus de 60 000 milliards de cellules composent le corps humain. Ce sont elles qui forment les tissus constituant nos organes, comme le foie, le cœur ou les poumons. Lorsque le corps en a besoin, nos cellules se dédoublent et remplacent les cellules en fin de vie ou défaillantes, ce qui permet à nos tissus de conserver, au fil du temps, leur forme et leurs fonctions respectives. Toute cellule est donc programmée pour se multiplier et mourir. Ce programme complexe et ordonné est commandé par le centre de la cellule, le noyau, qui reçoit ses ordres de nos gènes à travers l'ADN contenu dans les chromosomes. Parfois, certains de ces gènes subissent une altération. Le noyau transmet alors des ordres anormaux et la cellule se dérègle. Elle se multiplie sans contrôle et devient immortelle. Chaque nouvelle cellule réalisée comporte le même défaut. Les cellules prolifèrent de manière anarchique et forment une tumeur. Ce processus peut être court, mais il est souvent long. 10 à 30 ans peuvent séparer la naissance d'une première cellule anormale de l'apparition d'une tumeur d'environ 1 cm3. Pour survivre, la tumeur cancéreuse induit le développement de vaisseaux sanguins. Ils vont lui fournir oxygène et nutriments qui vont la faire vivre et grossir. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'angiogénèse. La tumeur ne devient cependant réellement dangereuse que lorsque les cellules cancéreuses commencent à s'infiltrer à travers les vaisseaux vers les zones voisines et s'étendent aux organes alentours. Ces cellules peuvent ensuite envahir d'autres parties du corps où elles s'installent, se multiplient et réalisent de nouvelles tumeurs. On parle alors de métastase. Alors, ce qui me gêne un petit peu dans cette vidéo, c'est, bon, déjà au début, les cellules qui se dédoublent, j'espère que vous avez compris que c'était la mitose, hein, et puis la forme des chromosomes en X toujours, alors qu'ils ne sont en X qu'au moment de la mitose, et rarement, enfin ils ne le sont pas tout le reste de la vie de la cellule. Alors, toute cellule a une durée de vie limitée, elle meurt, elle est remplacée par mitose, donc ça c'était un petit résumé. Le phénotype d'une cellule cancéreuse, bien, elle perd ses caractères de différenciation, donc sa fonction initiale, sa taille augmente, son noyau est plus volumineux. Elle se multiplie très rapidement et elle devient immortelle. Ça, c'est embêtant. Donc, il se forme une tumeur. Les cellules ont besoin d'une vascularisation plus importante puisqu'elles ont besoin de nutriments et d'oxygène. Elles se divisent activement, donc c'est normal. Et c'est aussi une voie de recherche importante en matière de traitement. Couper la vascularisation, stopper l'alimentation des tumeurs dans l'espoir qu'elles meurent. Et les cellules peuvent se déplacer et coloniser d'autres tissus, on appelle ça donc des métastases. Les différents niveaux de phénotype, et j'en terminerai là. Un cancer se traduit par l'apparition de tumeurs, c'est l'échelle macroscopique. À l'échelle cellulaire, les cellules se multiplient de manière incontrôlée et sont immortelles. Et à l'échelle moléculaire, eh bien c'est vous qui traiterez cet aspect la semaine prochaine. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.